Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. Ce soir, ça ne sera pas une émission politique, mais une édition spéciale où nous parlerons de complémentaires santé, de mutuelles, etc., de prévoyance. On fera un petit, je vais dire un mix de tout ça pour vous parler de la mutualité, mais aussi des entreprises guadeloupéennes face à la complémentaire santé. Et ce soir, deux invités pour nous en parler. Tout d'abord, Philippe Romana, qui est chargé marketing et communication de la MGPS, Mutuelle Générale de Prévoyance Sociale, accompagné du docteur Fern Harry, qui est membre du comité d'hygiène bucco-dentaire de la Guadeloupe. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Alors voilà, je vais débuter avec vous, Monsieur Romana. J'aime bien repartir dans l'histoire pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le présent. Donc, l'histoire de la mutualité en Guadeloupe. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance, quand on revient en arrière, de parler de la mutuelle de Margaillard, mais ça va bien plus loin que ça. Absolument. Alors, il faut savoir que, en fait, nous venons, nos grands-parents qui avaient été réduits en esclavage, n'avaient pas de forme, de socialisation véritablement. Et après, il y a eu, même pendant cette période difficile, il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle des confréries noires. C'était des gens puisqu'ils n'avaient pas de vie sociale, qui faisaient tout pour s'organiser, pour essayer de s'organiser. Et ils ont petit à petit créé ce qu'on appelle des confréries noires, qui progressivement sont devenus ce qu'on appelle, avec la relation quand même avec la France, parce qu'il y avait un mouvement des mutuelles en France depuis le XVIIIe siècle, il y a eu la convergence entre ce qu'on appelle les sociétés de secours mutuels, et nous aussi, chez nous, ce qui a donné la naissance avant tout de sociétés de secours mutuels qui étaient liées avant tout aux obsèques, puisqu'on n'avait pas de sous pour financer les obsèques. Donc ces sociétés de secours mutuels avaient pour objectif, si vous voulez, de permettre que nos grands-parents puissent être enterrés de manière digne. C'était ça l'idée au départ. Et ça, c'était effectivement les obsèques, ce qu'on appelle la prévoyance obsèque. Et progressivement, si vous voulez, il y a eu ce qu'on appelle les mutuelles santé, les mutuelles de 1945, parce qu'en France, les choses évoluaient, et il y a eu une loi qui a permis de mettre en place ce qu'on appelle les mutuelles, qui d'ailleurs se sont occupées de tout ce qui est du risque social. C'était d'abord les mutuelles, c'était des initiatives privées. Oui. Et ensuite, vous avez eu progressivement l'émergence de l'État, qui en a fait une affaire collective, et vous avez eu la sécurité sociale qui a pris le dessus en 1945. Et les mutuelles ont eu la place complémentaire. C'est la raison pour laquelle on parle de complémentaire santé. Au départ, c'était les sociétés de secours mutualistes qui organisaient, qui prenaient le risque social, et progressivement, ça a été l'État, en France en tout cas, avec la sécurité sociale. Et les mutuelles ont conservé un rôle, mais un rôle, je dirais, qu'on parle de complémentaire santé. Et il est même question aujourd'hui, on parle de la grande sécu, mais ça, on y reviendra, c'est on en parle. D'accord. Voilà. Alors maintenant, au plus près de nous, donc la MGPS, puisque vous faites partie de cette structure. Alors, l'arrivée en Guadeloupe, c'est en quelle année? Alors, vous avez entendu l'année dernière que nous avons eu nos 40 ans. C'est un exploit, j'en parle. 40 ans, c'est beaucoup ou peu? Alors, il y a 291 entreprises, c'était les chiffres de la CCI de l'année dernière, qui ont plus de 40 ans et plus en Guadeloupe, sur les près de 40 000 entreprises. C'est donc un pourcentage très faible. Et la MGPS fait partie de ces sociétés qui ont plus de 40 ans. C'est un véritable exploit au niveau économique. Qu'est-ce qui a fait votre succès alors? J'y viendrai, si vous voulez, j'y viendrai. Mais avant tout, je dirais que la MGPS est la première entreprise mutuelle en Guadeloupe à faire de la santé, la protection sociale complémentaire santé, pour les salariés du privé. Parce qu'avant, vous avez des mutuelles de fonctionnaires qui dépendent de la France, tout cela. Mais la première entreprise guadeloupéenne à faire la complémentaire santé pour la santé des travailleurs du privé, c'est la MGPS. Alors, qu'est-ce qui fait la pérennité de cette entreprise à force? Eh bien, l'entreprise est menée par des hommes et des femmes. Et en l'occurrence, la MGPS est dirigée par, nous avons le conseil d'administration qui est actuellement présidé par M. Elio. Nous avons notre directrice générale, Venise Gambi, qui fait un travail
Ils font un travail remarquable. Et puis l'ensemble des salariés de l'MGPS. C'est une équipe qui se bat parce que nous sommes dans un contexte extrêmement concurrentiel. Et si nous existons depuis 40 ans, ben c'est qu'il y a quelque chose. Alors je ne dirai pas notre secret à la télévision, vous comprendrez facilement. Mais il y a un travail, une compréhension, une anticipation des lois. Parce que nous sommes dans un secteur où ça bouge beaucoup. Les règles, ça change régulièrement. Donc il faut anticiper. Et nous avons la chance d'avoir des dirigeants qui sont extrêmement, je dirais, qui anticipent et qui comprennent, qui ont une vision stratégique. Et c'est ce qui explique la pérennité de la MGPS. Nous irons plus en avant d'ici quelques instants afin de répondre aux questions que se posent les Guadeloupéens, puisque aujourd'hui, systématiquement, lorsque vous rendez dans une pharmacie ou autre, on dit est-ce que vous avez une mutuelle, est-ce que vous avez une complémentaire santé? Mais nous essaierons de voir un petit peu plus clair dans tout ça et de comprendre le pourquoi, surtout dans un contexte extrêmement compliqué aujourd'hui et surtout dans un contexte aussi, et pas seulement avec l'arrivée de cette pandémie Covid, mais où il y a une étude qui avait été réalisée et qui disait que aujourd'hui les Français sacrifient, on va dire, les dépenses de santé au profit d'autres dépenses, puisque le contexte économique est très compliqué, très difficile, et on y arrivera d'ici quelques instants avec vous. La parole maintenant au docteur Fern, qui lui aussi est sur ce plateau, parce que nous verrons tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a eu des fiançailles ou un mariage entre vous deux, en tout cas vos deux activités, vos actions, mais en tout cas, vous êtes à la tête, avec d'autres, d'un comité d'hygiène bucco-dentaire en Guadeloupe. Alors, ce comité, à quel âge? Le comité a été créé en 1969. Donc, c'est une association loi 1901 qui a été créée par des dentistes à l'époque. Plus âgés que la MGPS. On ne va pas taquiner la MGPS. On peut le dire. On peut le dire. Donc, mais vous savez, la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein, vous voyez, mais on travaille ensemble. Tout à fait. Vu l'importance des problèmes qu'il y avait à l'époque, ils se sont rendus compte qu'il fallait donc créer cette association pour faire de la prévention et non pas uniquement se servir du baume d'acier. Voilà l'histoire en fait. Donc la rencontre entre M. Romana et nous, c'était une convergence dans l'idée de la prévention. Oui, mais vous parlez de prévention. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, vous étiez connu? Est-ce qu'à l'époque, vous aviez pignon sur rue quand on regarde la situation aujourd'hui? Non, pas du tout. Donc notre histoire, comme je disais, commence par un groupe de dentistes qui se sont lancés dans cette aventure, puisque le but c'était de diminuer la quantité de dents qui étaient extraites, parce que les soins n'étaient pas la priorité de la population. Je suis désolée, mais les dentistes à l'époque, et je reviendrai tout à l'heure avec M. Romana, mais les dentistes à l'époque, c'était surtout justement extraire les dents. Non, mais le problème... Il n'y avait pas cette question de prévention. En tout cas, les parents ne pensaient pas prévention. Pour eux, vous avez mal à votre dent, ils vous emmenaient chez un dentiste et puis il y avait extraction pour beaucoup. Il y a deux problèmes qui se posaient. Premièrement, le nombre de dentistes à cette époque n'a rien à voir avec le nombre de dentistes qu'il y a actuellement sur le terrain. La deuxième chose, c'est que la prévention n'était pas la priorité des gens à l'époque. La prévention, c'est une autre philosophie qui a commencé à partir de 1969 en Guadeloupe. Les gens, ils avaient mal, pour eux, la solution c'était quoi? On va chez le dentiste et on fait enlever la dent. Donc, si on ne l'enlevait pas soi-même? Ça a été quelque chose de difficile quand même, soi-même. Ah, donc, alors, je ne sais pas, mais à l'époque, si on revient dans l'histoire, comme l'a dit Philippe Romana, ça pouvait passer par un fil et puis on enlevait sa dent. Hein. J'ai vu aussi des images avec des tenailles, on pourra en parler. Mais ça, c'était le temps d'avant. Ça existait vraiment. Ça existait, mais c'était au temps de 1700 ou 2500, des choses comme ça. Au temps où les dentistes étaient des barbiers, à l'époque. Et ça a cessé quand? 1600, dans les années 1600, 1700. D'accord? Donc tout a évolué.
Donc à l'époque, c'était les barbiers. Les chirurgiens, c'était les barbiers aussi. Oui. Donc il y a une évolution. Donc on entre actuellement dans le système de la prévention. C'est ce qu'on essaie de promouvoir. Et quand on s'est rencontrés, M. Romana et moi, ils avaient la même dynamique, la même vision des choses. Donc on s'est tout de suite entendu. Il y a eu cette complicité qui s'est faite entre la MGPS et le comité d'hygiène. Donc on a participé à des actions, la promotion de l'hygiène bucco-dentaire. Par exemple, il y a les foulées de vieux habitants, par exemple, de Baïf, les foulées de Baïf, entre autres. Il y a eu aux Abîmes une manifestation sur laquelle on était intervenu avec des stands sous lesquels on faisait donc la promotion avec des maxi-mâchoires, des brosses, expliquer aux gens quelque chose qui paraît évident et facile, mais qui ne l'est absolument pas. Alors, quand vous dites aux gens, est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Non. Ou est-ce que pour vous, la prévention commence dès le plus jeune âge? La prévention commence dès le plus jeune âge, à partir du moment où il y a apparition de dents dans la bouche. C'est-à-dire, à partir de 3 ans, il y a les dents de lait. Donc, la maman, ou les parents, je dis la maman, mais en fait, la maman et le papa devraient se préoccuper de l'hygiène bucco-dentaire des enfants, dès l'âge de 3 ans. Peut-être révélateur, ce sont les mamans qui viennent le plus souvent. Non, c'est-à-dire que c'est un lapsus par rapport au système sociétal dans lequel on vit. D'accord? Oui. Mais il faudrait que les choses changent aussi. Il faudrait que les papas aussi interviennent. Donc, la prévention commence dès le plus jeune âge, dès 3 ans. Dès que l'enfant a des dents dans la bouche, on doit déjà commencer à lui faire les gestes. Les enfants, ils ont ce mimétisme par rapport aux parents. Donc, déjà lui apprendre. Et c'est un éternel recommencement. Il n'y a rien de plus difficile que de se bien brosser les dents, d'avoir des dents propres. Il n'y a rien de plus difficile que cela. Et généralement, on se rend compte que les choses qui paraissent faciles, en fait, sont beaucoup très difficiles. Nous verrons tout à l'heure ce partenariat entre vous. Alors, rapidement, puisque vous êtes là, j'en profite. Alors, il faut se brosser les dents combien de fois par jour? Pendant combien de temps? Il faut se brosser les dents 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Un brossage correct doit durer 3 minutes et pas moins. 3 minutes. 3 minutes. Alors, il faut voir le dentiste combien de fois par an? 2 fois par an. C'est systématiquement. Mais comme les gens n'aiment pas les dentistes, donc si on fait l'effort, je dis bien l'effort d'y aller 1 fois par an, c'est déjà bien. À ce moment-là, le dentiste peut détecter des débuts de caries, des problèmes de gencives, des problèmes d'halitose, de bouche de mauvaise haleine. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit les choses. On peut faire un détartrage, des choses simples. D'accord? Donc systématiquement, 1 fois par an, on devrait aller chez le dentiste pour faire une consultation. Systématiquement. Donc je disais tout à l'heure, donc 3 fois par jour, matin, midi et soir, 3 minutes. Et quand on dit 3 minutes, c'est point de vue de l'esprit, c'est 3 minutes montre en main, 3 minutes avec un chronomètre, une chanson, parce que souvent on se dit 3 minutes, on a l'impression qu'on est passé une demi-heure, mais en fait, il faut contrôler, d'accord? Contrôler son brossage. Ouais. En fait, je donnerai d'autres petites astuces tout à l'heure. Ah, ben ça, c'est génial. Alors, il y a eu une entente entre vous, un partenariat entre vous, qui a débuté quand? Alors, comment ça s'est passé en fait? Dans notre dynamique de prévention, on a rencontré, nous ne sommes pas des professionnels de santé qui font de la prévention. Donc, il a fallu qu'on travaille avec des partenaires, des spécialistes en matière de prévention. On a rencontré donc des nutritionnistes, parce que là aussi, l'alimentation, c'est un élément essentiel pour la bonne santé. On a rencontré des médecins diabétologues et autres. Et puis, la santé des dents aussi nous a interpellés. Il paraît que lorsque les dents sont malades, et qu'elles ne sont pas bien soignées, ça a des conséquences aussi sur le reste du corps, n'est-ce pas, monsieur? Oui, tout à fait. Docteur Fern. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a cherché à savoir qu'est-ce qui portait ce message de la prévention. Donc, on a donc trouvé tout naturellement le CHBDG que je ne connaissais pas. J'ai appris à les rencontrer il y a peut-être 4-5 ans. Oui. Et c'est un partenariat extrêmement enrichissant. Alors, enrichissant. Alors, pourquoi y avoir pensé? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à faire ça alors que... Alors qu'après, oui. ça tombe très bien. Alors, écoutez, si vous voulez, vous qui aimez l'histoire, je vous expliquerai, je reviendrai sur cette fameuse loi. Et on y viendra, c'est très important. On y viendra. En 2013, il y a une loi qui a été votée et qui impose
aux entreprises du privé de Alors financer... on parle de l'ANI. L'ANI, c'est l'accord national interprofessionnel de 2013 qui a été transposé en loi. C'est une loi qui a été votée après. A été fait en 2016. Non, la loi a été votée en juin 2013. Et pour, ensuite son application était le 1er janvier 2016. Oui. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé aux chefs d'entreprise du privé, encore une fois, on leur dit, écoutez, voilà, désormais, à partir du 1er janvier 2016, vous devrez cofinancer, c'est-à-dire participer au paiement de la carte complémentaire santé de vos salariés. Alors les gars se sont dit, mais pourquoi recommandez-nous ça? Oui, surtout que c'était à hauteur de plus de 50%. Voilà, plus de 50%. Minimum 50%. Mais oui, ils se disent, mais pourquoi on nous demande de financer la complémentaire santé de nos salariés, alors qu'ils ont déjà une complémentaire santé? Les gens ne peuvent pas comprendre, mais pourquoi recommandez-nous ça? Et voilà, donc ils l'ont fait, mais quelque part à reculons. Ils pouvaient le faire dès 2013. Ils ont attendu, la plupart d'entre eux ont attendu 2016. On leur a imposé de le faire. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour certains, on peut comprendre, ils se sont dit, puisqu'on m'oblige à faire un truc qui me paraît, je comprends pourquoi on me demande ça, eh bien ils ont mis le minimum. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont proposé à leurs salariés les garanties minimales, parce que ça coûte. Les garanties qui leur coûtaient le moins cher. Vous comprenez? Donc, en plus, ils ont vécu ça vraiment comme une contrainte. On leur a imposé un partenaire, une complémentaire santé, une mutuelle, un assureur, bref, tous ceux qui le font, on leur a imposé ce nouveau partenaire. Donc, ils l'ont mal vécu. Donc, qu'est-ce que nous avons compris, nous, mutuelles? Nous avons une identité particulière. Nous sommes un organisme à but non lucratif. Et le code de la mutualité nous impose, en tout cas, que nous mettions en place des actions pour développer le bien-être et la santé de nos adhérents. Ce n'est pas uniquement rembourser des actes médicaux, mais aussi faire de la prévention. Et c'est dans ce sens-là, on s'est dit, on a réfléchi, on s'est dit, mais il y a des maladies qui ne sont pas évitables, qui sont héréditaires, on l'a, point. Mais il y a des maladies qui sont évitables. Et comment les éviter? C'est par un comportement, c'est en modifiant nos comportements. Par exemple, l'inactivité physique, c'est une catastrophe. C'est la 4e cause de mortalité. C'est l'OMS qui le dit. L'inactivité physique, le mal manger. J'ai lu un article sur le France Santé l'autre jour, c'était, désolé pour la concurrence, mais le France Santé, c'était nous qu'à mal manger. Nous qu'à manger le cochonnier. J'ai lu ça sur le France Santé. Donc on s'est dit, on va aider nos adhérents à modifier leur comportement pour éviter ces maladies dont on parle aujourd'hui beaucoup, comme l'obésité, tout ça, ces maladies qu'on peut éviter. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on s'est dit, ces entreprises qui vivent mal notre venue chez elles, on va essayer de convertir cette contrainte de recevoir quelqu'un en opportunité. L'opportunité d'avoir des spécialistes qui disent à nos salariés, qui disent aux salariés, voilà comment vous pouvez faire ceci. Parce qu'un salarié qui travaille 8 heures par jour, quand il rentre chez lui le soir avec des embouteillages pas possibles, d'ailleurs pour venir chez vous ce soir, c'était terrible, des embouteillages pas possibles, le gars n'a pas le temps, on n'a pas le temps de penser à cette histoire de se brosser les dents 3 minutes. Monsieur Ferneau dit qu'il faut brosser les dents pendant 3 minutes, je le comprends. Mais il faut vraiment qu'on répète cela. Parce que quand on est fatigué, quand on commence à se brosser les dents, après 1 minute, peut-être on est fatigué. Je dis, c'est compliqué. Donc il faut faire un travail de longue haleine. Et on s'est dit, nous ne sommes pas des spécialistes, on va travailler avec des spécialistes. Donc on a pensé à ça et on a recensé ce nombre on a créé chez nous un poste. Quelqu'un dont la fonction est de mettre en place des actions de promotion de la santé et de prévention dans les entreprises. Parce que pour le chef d'entreprise, quand il nous entend avoir ce discours, il se dit, oui, mais attendez, mais pourquoi je vais payer? Parce que ça coûte, il y a un coût qui est très faible, certes, mais pourquoi je ferais ça pour mes salariés? Je ne vais pas encore payer en plus. Eh bien, certains chefs d'entreprise commencent à comprendre que cet investissement social, c'est le seul qui vaille. Alors, est-ce que toutes les entreprises aujourd'hui payent une complémentaire santé pour les salariés? Écoutez, je n'ai pas fait d'études particulières, mais les chiffres au niveau national, en tout cas, disent que la plupart, la quasi-totalité des entreprises ont mis en place ce dispositif. Même si c'est un dispositif minimum, ils appellent ça le panier minimum, c'est mis en place. Mais oui. Vous avez parlé des chefs d'entreprise oui. qui ont été réticents. Absolument. Mais de l'autre côté aussi, les salariés ont été réticents. Ah non, pas du tout. Parce que les salariés disaient oui, mais nous, on ne comprend pas parce qu'on a déjà, oui, on veut bien que le chef d'entreprise puisse payer, mais qu'il paye déjà, parce que nous avons, on ne va pas changer de mutuelle, on veut que ça soit dans la même
Et là aussi, ça a créé un certain cafouillage. Absolument. Et Et les c'est salariés là- ont été vraiment réticents à changer Absolument. de Vous mutuelle. avez tout à fait raison. Et c'est là que vous me demandiez pourquoi la pérennité de la MGPS. Pourquoi c'est 40 ans? C'est parce que les salariés de la MGPS, nous tous, moi-même, nous tous, nous avons fait œuvre de pédagogie. Nous avons expliqué aux salariés les avantages pour eux. Il y a 3 avantages. Premièrement, il y a un avantage financier. Lorsque l'entreprise paye la moitié, ça c'est clair, c'est comme un gain en pouvoir d'achat, petit 1. Deuxièmement, les garanties collectives dans l'entreprise sont en général plus larges que les garanties individuelles. Et troisième avantage qui n'est pas négligeable, c'est ce qu'on appelle la portabilité. Autrement dit, lorsqu'un salarié est en recherche d'emploi, a fait par exemple une demande comment ça s'appelle, j'oublie le terme enfin, il a demandé une rupture conventionnelle par exemple, et qui se trouve à Pôle emploi, il peut bénéficier gratuitement, sans payer, de sa complémentaire santé pendant 12 mois maximum. Ce n'est pas négligeable. Donc 3 avantages, un avantage financier, un avantage en termes de garantie, et un avantage aussi en termes de, je dirais, toujours financier, parce qu'ils ont sorti cette complémentaire pendant 12 mois maximum. Lorsque vous avez des gens, des mutualistes qui vous expliquent ça, c'est ce qu'on a fait. On a expliqué aux salariés, ils l'ont compris. Donc, plus de 300 entreprises nous ont rejoints depuis 2016. On a fait ce travail de fond. Et aujourd'hui, on dit aux entreprises, travaillons ensemble sur la question de la prévention. Ça, c'est essentiel. Parce qu'un salarié qui rentre, qui travaille chez vous, le matin, on rentre, alors ça va, quand on fait, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, ça va. Mais au fond, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Beaucoup de salariés vous disent, ouais, ça caille, ça caille. Et puis on se rend compte qu'il n'est pas là, il y a des soucis. Eh bien, la prévention, passer 1 heure, 2 heures, peut-être par trimestre, en parlant de prévention salariée, c'est un élément fondamental. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, ce n'est pas nous qui ne sommes pas les premiers à le faire, mais en tout cas, nous le faisons avec beaucoup de conviction. Et les salariés, je vous dirais juste un petit exemple, pardonnez-moi. Notre directive générale s'est dit, bon, on fait ça pour les entreprises, on fait de la prévention pour les entreprises, mais on va en faire d'abord pour nous, pour les salariés de la MGPS. Je vous assure, Mme Boissé, que depuis que nous avons eu ces nutritionnistes qui sont venus nous voir, alors, demain je ne peux pas me montrer là, mais voilà, je mange beaucoup mes légumes, je mangerai mieux bien, je fais mon activité physique, et ouais, quand on me voit, on me dit, oh, mais c'est marqué là, je dois faire. Oh, mais c'est une 45 ans, et pourtant je n'ai pas 45 ans. Parce qu'il y a une bonne alimentation, parce qu'on nous a, au sein de notre entreprise MGPS, en tant que salarié, on a eu on a expliqué ce qu'il fallait faire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une fois qu'il faut le faire. Il faut le faire de manière permanente. Parce que lorsqu'on me dit de manger correctement, sainement, mais j'ai 20 000 messages qui tombent quelque temps après qui me disent l'inverse. Beaucoup de sucre et tout et tout. Voilà. Bref, pour résumer, la prévention, c'est essentiel, c'est très important pour nous en tout cas, au niveau de la MGPS. Alors la prévention essentielle au niveau de la MGPS, quelques questions quand même pratiques pour ceux qui nous écoutent. Au niveau de cette complémentaire santé, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les choses ont évolué, puisqu'on a vu au début, il y a eu beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient un petit peu réticents à avoir... à mettre à disposition une bonne complémentaire santé. Les conjoints n'étaient pas compris, les enfants non plus. Donc, il fallait mettre à côté une complémentaire individuelle que le salarié payait aussi. Alors, est-ce que les choses ont bougé? Est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont partants pour mettre un peu plus pour que cette complémentaire santé soit plus conséquente? Alors, je vais vous dire, c'est une très bonne question. Je vais vous dire, les chefs d'entreprise, il y a des chefs d'entreprise qui ont une sensibilité sociale plus ou moins développée que d'autres. Nous avons chez nous, dans des entreprises avec lesquelles nous travaillons depuis plus de 7 ans, des entreprises qui ont évolué. Elles sont parties au palier minimum, mais quand on a fait ce travail de pédagogie, elles ont compris l'intérêt. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, il n'y a de richesse que d'hommes. C'est en travaillant avec les hommes, en expliquant aux hommes, en leur parlant de leur santé. L'objectif de la MGPS, en matière de prévention, c'est d'amener les salariés à prendre en main leur santé. Cette relation qu'il y avait entre le malade et le médecin avant, le médecin c'était le bon Dieu, entre guillemets, qui me délivrait une ordonnance avec 10 000 médicaments. Tout autant parler de 10 000 médicaments, c'est le docteur pas bon. Aujourd'hui, ça a changé cette relation. Le patient aujourd'hui est devenu sachant. Il sait ce qu'il faut, il entend parler de choses.
il n'est pas médecin, mais il entend parler. Et son médecin l'accompagne. C'est une relation qui est beaucoup plus, je dirais, gagnant-gagnant en tout cas. J'allais y arriver. Voilà. J'allais y arriver puisque lorsque vous faites de la prévention, vous éduquez des gens à mieux manger, etc., ils seront moins malades. Tout à fait. Et vous aurez moins à payer en termes de remboursement. Alors, je vous dirai rapidement, mais je vous dirai... Sur un terrain gagnant-gagnant. Alors, gagnant-gagnant, je dirais gagnant-gagnant pour le salarié, pour l'entreprise aussi. Oui. En ce qui concerne les remboursements, l'objectif n'est pas là, n'est pas de se dire si ils mangent mieux, s'ils sont mieux en santé, on va moins se rembourser. Alors, si on rembourse moins, peut-être que les cotisations aussi vont peut-être baisser aussi. Oui. Mais ceci dit, l'essentiel, on n'y est pas encore. Hein. Il y a un travail profond qui reste à faire, parce qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes. Et je vois le travail que fait le CHBDG, c'est un travail, même dans les écoles, je crois qu'ils vont. C'est un travail de militant quelque part. C'est d'engagement, regardez. On parle de ça aujourd'hui, c'est un travail d'engagement, un travail à long terme. C'est pas faire des coups, mais c'est un travail à long terme. Alors, oui, allez-y. Non, je disais que les mutuelles ne sont pas là uniquement pour payer, à mon avis. Il y a un travail, donc c'est pour ça que le langage que tient M. Romana nous a satisfait et nous a vraiment enthousiasmé au niveau du comité, puisque c'est la prévention, c'est notre cheval de bataille, la prévention. Donc, c'est ça qui nous a plu chez eux. Donc, on parle de prévention, on ne parle pas uniquement curatif. Il ne faut pas dire que les gens pensent, bon, la mutuelle va payer, je suis malade, la mutuelle va me rembourser. Oui, mais en général, c'est comme ça. Oui, hein. Moi, j'ai une mutuelle, j'ai une bonne mutuelle. Voilà, donc je peux être malade. Oui, si je suis malade... Voilà, la mutuelle va payer. Non, mais ce n'est pas ça. Il faut changer le cours des choses. Il faut avoir une autre vision. Et c'est ce que M. Romana a, c'est une autre vision de la chose, de la prévention. D'accord ? Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. D'accord ? Donc, c'est pour cela qu'on s'est contacté. On a fait des actions ensemble et j'aime la façon de penser. Vous voyez, cette vision des choses qu'a M. Romana. Les autres, je ne sais pas, puisque je n'ai pas eu de contact. Mais cette vision des choses me plaît. D'accord ? C'est de la prévention au départ. Alors, juste une parenthèse, comme le docteur Fern dit que c'est ma façon de penser, certes, je l'ai, mais c'est aussi la façon de penser du conseil d'administration de la MGPS, de la directrice de la MGPS et de l'ensemble des salariés de la MGPS. Hein. C'est une vision collective. Alors maintenant, on va arriver quand même à cette question. Est-ce que la récente pandémie a changé votre cœur de métier? Alors, la récente pandémie, cette question concerne essentiellement, on aurait pu être touché par la question des décès. Parce que nous assurons la santé, certes, complémentaire santé. C'est de la prévoyance aussi? Mais il y a aussi de la prévoyance, qui est un sujet, on pourra y revenir dans notre émission si vous le voulez. Parce que nous pensons que la complémentaire santé, telle que ça a été présenté là, cette loi, aurait dû essentiellement être faite sous la prévoyance. Parce que la plupart des gens avaient déjà une complémentaire santé. Par contre, la prévoyance, c'est différent. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Beaucoup de personnes sont décédées. Nous couvrons aussi le risque décès, obsèques. Donc, la multiplication des décès aurait pu avoir un impact négatif sur nous. Parce qu'on n'avait peut-être pas prévu qu'on aurait eu tant de décès pendant ce qu'on appelle la 4e vague, tout ça. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, un organisme de complémentaire santé ne fonctionne pas comme ça au jour le jour. Nous sommes tenus, nous avons un organisme de tutelle qui vérifie que nous anticipons tout type de risques potentiels. Et ce risque potentiel, le décès suite à la pandémie, mais il y a aussi tout ce qui sont les cyclones, peut-être un raz-de-marée, tous ces risques-là sont déjà anticipés et on en tient compte dans nos comptes. Nous devons faire preuve d'une solvabilité à court terme, rembourser à court terme nos adhérents, mais aussi une solvabilité à long terme, je dirais, qui anticipe ce type de... Vous avez un seuil de solvabilité important? Absolument. Écoutez, vous me parliez des raisons pour lesquelles nous existons depuis 40 ans. C'est parce que nous sommes, je vous le disais, beaucoup de rigueur. Notre directrice générale, notre conseil d'administration, beaucoup de rigueur. C'est la raison pour laquelle on existe toujours. D'ailleurs, je vous dis entre parenthèses, bon, ça n'intéresse pas peut-être grand monde, mais j'étais dans une entreprise avant, une grande entreprise nationale. J'ai quitté, j'ai fait une dispo pour rejoindre la MGPS. On m'a dit, mais au fond, Simon, après, je cherche un nom bien local. Eh bien, aujourd'hui, je suis très fier de travailler dans cette entreprise parce qu'il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. C'est la raison pour laquelle on existe et
les choses se présentent plutôt bien. Voilà. D'accord. Je reviendrai aux astuces Oui. tout Oui. à l'heure. J'aimerais quand même qu'on puisse parler aussi d'un autre sujet qui préoccupe beaucoup. De médicaments sont aujourd'hui pas remboursés par la Caisse générale de sécurité sociale. Quel impact sur la complémentaire santé? Quel impact pour vous? Alors, comme disait tout à l'heure le docteur Verne, nous, à la MGPS, nous avons 4 pôles. On a le pôle curatif, c'est-à-dire remboursé pour faciliter l'accès aux soins, le pôle prévention, solidarité et le pôle prévoyance. Vous me parlez de la question des remboursements des médicaments. Oui. Donc, on parle du pôle curatif, c'est-à-dire je rembourse quand je suis malade. Comme je vous dis, c'est pas notre... On ne se dit pas, nous qui rembourser tout bitin là, c'est pas ça notre fonctionnement. Mais ceci dit, vous avez raison. Aujourd'hui, de plus en plus de médicaments sont déremboursés. Oui. La Sécu ne rembourse pas. Donc, lorsque vous allez acheter 15 médicaments, eh bien, il y en a peut-être 10 Qui ne sont pas remboursés. Vous aurez ce qu'on appelle le reste à charge. Vous Oui. aurez à payer de votre poche. Oui. Parce que ce n'est pas remboursé par la Sécu. Alors, il faut savoir que les organismes de complémentaire santé, en tout cas nous, MGPS, nous remboursons partiellement ces médicaments. Qui ne sont pas remboursés, qui ne sont pas remboursés par la Sécu. Vous savez, j'ai dit au départ, on est une complémentaire santé. On vient en complément de la Sécu. Mais là, on n'agit pas comme une complémentaire parce que la Sécu fait zéro, elle ne rembourse rien du tout. Mais on rembourse partiellement ces médicaments à une condition, quand même, qu'il y ait une prescription du médecin. Parce que sinon, on favoriserait l'automédication, ce qui serait une catastrophe. Voilà. Donc, ces médicaments sont remboursés partiellement. Il y a un crédit annuel qui permet aux gens d'avoir ces remboursements. Par exemple, le fameux médicament, le Virapic, par exemple, du docteur Henri Joseph, n'est pas remboursé par la Sécu. Mais quelqu'un qui vient chez nous, qui veut acheter son Virapic, eh bien, dès qu'il présente sa facture... Sa facture, ah oui, il faut bien... pas l'ordonnance. Non, il faut qu'il y ait l'ordonnance. Je vous ai dit, il faut que ce soit prescrit. Prescription et facture. Non, parce que s'il vient dire, voilà, j'ai 10 boîtes de Virapic, remboursez-moi. Non, il faut qu'il y ait Est-ce que les médecins prescrivent le Virapic? En tout cas, si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas bien. Parce que c'est un... En tout cas, moi, j'ai pas fait de oui, mais c'est la publicité. question. Est-ce que les médecins, aujourd'hui, J'ai pris le Virapic parce que ça nous concerne tous, mais en tout cas... C'est une question de choix. C'est une question de choix. Mais en tout cas, si mon médecin ne prescrit pas, je lui dirais, mets le Virapic en moins. Ah ouais? Ah oui. Et en tout cas, bref, c'est remboursé partiellement. Donc, ce sont des choses qui sont prises en compte, oui. D'accord. Donc, dans tous les cas, il faut l'ordonnance et puis après... L'ordonnance et puis la facture. La facture acquittée, bien sûr. D'accord. Et concernant les soins dentaires, est-ce qu'on peut dire que... Alors, concernant les soins dentaires, au niveau du curatif, il y a une réforme qui a été votée récemment, qu'on appelle la réforme du reste à charge zéro, qui concerne, pour la partie dentaire, le docteur Fern. Vous savez, il y a des actes médicaux qui laissent ce qu'on appelle un reste à charge très important. De manière simple, ça coûte très cher. Vous avez par exemple les appareils auditifs, les prothèses auditives. Eh bien, une prothèse auditive pour peut-être une oreille coûte à peu près 2 000 € en moyenne. La Sécu rembourse sa partie. La complémentaire santé rembourse sa partie. Mais il y a quand même un reste à charge pour la personne, les personnes âgées en général, qui est très élevé, qui est de l'ordre de 50% du prix. Sur 2 000 €, 1 000 € à payer. Donc, qu'est-ce que les gens font? C'est simple, ils renoncent. Ils renoncent aux soins. Ça s'appelle le renoncement aux soins. Donc, pour éviter ce renoncement aux soins, il y a une réforme qui a été votée et qui permet aujourd'hui à toutes les personnes qui font des prothèses auditives, des prothèses dentaires et les prothèses oculaires, les lunettes, de pouvoir avoir ces appareils sans reste à charge. C'est la Sécu et la complémentaire santé qui prennent tout à charge. Aujourd'hui, vous allez chez un opticien, il est tenu de vous présenter l'opticien 2 devis. Un devis avec reste à charge nul et un devis avec reste à charge. Vous allez chez un audioprothésiste, tenu de vous présenter deux devis avec reste à charge nul et reste à charge avec un peu de reste à charge. Et chez le dentiste, c'est encore mieux chez eux, c'est 3 devis en principe qu'ils doivent vous présenter. Je parle bien des prothèses. Mais le docteur Fer nous expliquera comment il a vécu ça. En tout cas, il m'a dit une chose qui m'avait beaucoup frappé. Il m'a dit la meilleure prothèse qui existe, ce sont les dents. Ce sont les dents. Propres dents, naturelles. Propres dents. La meilleure prothèse qui existe, c'est l'organe dentaire. Aucune couronne, aucun bridge ne va remplacer vos dents naturelles. D'accord?
Donc, M. Romanet parlait toujours de curatif, donc de reste à charge zéro, tout ça c'est bien gentil, mais pour moi personnellement, il vaut mieux commencer par soigner ses dents. Petite carie, pas de douleur, soins rapides. Les gens disent tout le temps, les soins dentaires c'est cher, ce n'est qu'un prétexte. On va aller au-delà de ce prétexte. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache la peur du dentiste, la peur de la douleur, mais le prétexte c'est Oui, mais ça, cher. c'est quand même légitime d'avoir peur. Plus actuellement, nous sommes peur. oui, mais il y a des gens qui ont peur de prendre l'avion, qui prennent l'avion, des gens qui ont peur de l'ascenseur. Oui, Donc, mais il y a ça des peut être choses- une histoire dès l'enfance. Mais Ça tout dépend à fait, comment tout à fait. vos parents ont abordé la question. Oui, mais Donc tout ça il faut aussi, pas- et faut je pas- repars dans l'histoire, Oui, mais il faut l'histoire pas personnelle retourner- des gens. oui, mais il faut aller de l'avant. On ne peut pas tout le temps se cantonner à les parents avaient dit, les parents ont ceci. Quand un parent vient et dit à son enfant, oui, si tu n'es pas gentil, on va t'amener chez le dentiste, il va t'arracher une dent. C'est sérieux alors? C'est pas sérieux. Donc, bon. C'est le père Fouettard. Vous quoi. avez entendu cela? Mais bien sûr que j'ai entendu. Mais bien sûr, si tu restes pas là, le dentiste va te faire une piqûre, des choses comme ça. J'entends ça dans mon propre cabinet. Ça entretient l'image du dentiste. Donc, revenons donc là. Ce qu'il y a, c'est la prévention. Soigner une petite carie, c'est rien du tout. Ça va vite, ça prend pas de temps, et puis tout le monde est content. Bon, mais oui, mais autre chose, pourquoi attendre d'avoir mal pour aller chez le dentiste? Pourquoi? C'est une question qu'il faut se poser. C'est peut-être une question d'argent. Ce n'est pas une Il y a un question d'argent. contexte économique Ben, difficile, c'est peut-être une question d'argent. Non, je vais vous répondre sur ce point. La CMU, ça existe, couverture mutuelle universelle. Tous les dentistes acceptent? Moi, oui. Les autres, je ne sais pas. Mais ils devraient. Ils devraient, c'est la loi. Ils devraient, c'est On la dit loi. bien, ils devraient. Ils devraient, c'est la loi. Mais les charbonniers mettent chez soi. Ok? Mais ils devraient. Donc, il y a la couverture mutuelle. Maintenant, il y a le C2A, l'aide santé. Il y a tout ce qu'il faut. La mutuelle est valable. La couverture mutuelle sur une année. Il y a des gens qui arrivent au cabinet. C'est le dernier mois où c'est encore valable. D'accord? Donc, le problème n'est pas l'argent, le problème c'est la négligence et la peur du dentiste. C'est ça qu'il faut arriver à résoudre comme problème. Donc il faut voir un psychologue. Il faut voir un psychologue pour dépasser tout cela. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors dites-moi, la partie qui est très très importante aussi, Oui. c'est celle où vous dites, dans ce pot prévention, je vais vous donner quelques astuces justement pour ne pas aller chez le dentiste. Première chose, avoir ce qu'on appelle un petit sablier qui dure 3 minutes, prendre le temps de se brosser les dents 3 minutes, un petit sablier, vous le tournez, ça dure 3 minutes. Et tant que c'est pas fini, on se brosse les dents. Le fil dentaire, 90% des caries démarrent entre les dents. Je dis bien 90. Combien de gens prennent le temps de passer du fil dentaire entre les dents pour enlever les débris d'aliments? 90% c'est entre les dents. On ne les voit pas. Quand on les voit, c'est déjà un peu trop tard. D'accord? Il y a un autre produit qui est miracle, c'est le révélateur de plaques dentaires. C'est un produit qu'on vend en pharmacie qui colore la plaque dentaire en rouge. Donc on prend son miroir, on regarde, tout ce qui est rouge, on prend sa brosse et on frotte. D'accord? C'est ce. Donc je reprends le sablier, 3 minutes, le révélateur de plaque dentaire, et avec ça, vous êtes sauvé. Et bien sûr, on Et le fil dentaire. Et le fil dentaire, pour enlever les restes d'aliments qui restent entre les dents, puisque ça produit des bactéries. Après, si on fait tout ça, vous êtes au chômage. Pas du tout, madame, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je reçois 10 personnes à mon cabinet en consultation, d'accord? Premièrement, je ne suis pas stressé. Il faut payer la consultation, donc je ne serai pas au chômage. D'accord? Ils n'auront pas mal et j'aurai gagné ma journée. Donc je ne serai pas au chômage. D'accord? Où ça devient plus pénible, c'est quand on est au stade 3, on est au niveau du nerf de la dent, où il faut faire l'anesthésie, il faut faire cette fameuse petite piqûre. Alors on prend sur soi en tant que praticien, quand on fait une injection, on prend sur soi. Il ne faut pas croire qu'on pique en regardant les mots. Non, on prend sur soi. Il y a un stress aussi pour le dentiste. Il faudrait que la personne qui est sur le fauteuil comprenne ça. D'accord? Elle est stressée, mais le dentiste aussi est stressé. Pourquoi il est stressé? Il est stressé parce qu'il sait que la personne sur le fauteuil a peur d'avoir mal.
Donc, inconsciemment, donc, quand on fait un acte, on a ce stress, cette pression sur nous, que les gens ne connaissent pas. D'accord ? En tout cas, c'est bien. Je vous inviterai un petit peu plus souvent pour nous donner quelques astuces. Absolument. Et Mais c'est avec peut-être plaisir. pour c'est répondre avec- aux questions, avec plaisir, avec aux plaisir. questions de téléspectateurs. Et Tout à fait, merci tout à fait. Philippe Romana de nous avoir emmené Monsieur Ferme pour nous dire un petit peu les choses. Et puis, donc, vous continuez, vous poursuivez votre partenariat ensemble basé sur de la prévention. Et ça, vous voulez le dire et le redire. Alors, oui, absolument. Absolument. Alors, notre activité, nous avons le pôle curatif. On fait effectivement, on rembourse. Nous avons de belles garanties et tout. Ça, c'est vrai. Parallèlement à cela, nous avons le pôle prévention qui retient notre attention. Vous savez, je lisais récemment un économiste de la santé français qui disait que la France était un très mauvais élève en matière de prévention. Très mauvais. Et donc, nous, au niveau du système de santé, on est en amont. On essaie de nous situer en amont du système de santé. Et ne pas dire que c'est quand le machin n'est pas bon, quand on va faire, on rembourse tout. Non. Parce qu'il existe un circuit, je ne mange pas, je ne fais pas de sport, en malade, en grève docteur là, mais comme on me rembourse tout, tout va bien. Et puis je recommence mon circuit. Jusqu'au jour où je ne pourrai pas aller voir le médecin, j'irai à l'hôpital. Jusqu'au jour où je continue dans ce cercle mortifère, j'irai au ce qu'on appelle le boulevard des allongés. Il y a des choses qu'on peut éviter. Donc, oui, on rembourse, on a des garanties qui satisfont nos adhérents, il n'y a pas de souci. Mais nous avons notre engagement citoyen aussi. Alors, il n'y a pas que la prévention, nous sommes aussi, on fait beaucoup de solidarité, mais on y reviendra une autre fois. Oui. En tout cas, la prévention, ce soir, on voulait insister sur cette question. Et je remercie vraiment le Dr Ferme, parce que je n'ai appelé que récemment, vendredi. Il a tout de suite été OK pour venir porter ce message. Et parce qu'on en a besoin. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Moi, je lisais les chiffres de l'ORSAG, mais on voit l'obésité, l'hypertension, tout ça. Il y a des maladies qui sont évitables par des comportements qu'on peut changer. Nous avons notre rôle. On est dans l'entreprise, on rentre dans l'entreprise pour aider les salariés à prendre en charge leur santé. Ça, c'est essentiel pour nous. En tout cas, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc demain avec deux émissions. Nous aurons une première partie avec un homme politique et en deuxième partie, nous aurons notre émission Que les choses soient dites à 20h30, donc 20h, 20h30, émission politique et 20h30 jusqu'à 22h, nous aurons l'émission Que les choses soient dites. Donc, excellente soirée à tous et à demain.